Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au secteur des télécommunications. Et au sommaire également de cette émission, ultime verdict du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et Joseph Kabila, le président congolais, s'est adressé au Parlement. Il appelle toutes les parties à prendre part au dialogue national qu'il a convoqué. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes. Daouda Tal, Daouda, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, chargé de juger les responsables du génocide de 1994, a rendu ce lundi 14 décembre son ultime verdict. Les derniers accusés, qui étaient au nombre de 6, ont tous été reconnus coupables. Quel bilan pour l'instance judiciaire créée en 1994? Élément de réponse avec ce sujet de Zahara Mohamed Moutiou. Le tribunal pénal international pour le Rwanda ferme définitivement ses portes. La juridiction pénale internationale chargée de juger les responsables du génocide de 1994 a rendu ce lundi 14 décembre 2015 son ultime verdict. Le TPIR a reconnu coupables les 6 accusés. Tous avaient été reconnus coupables de crimes contre l'humanité en première instance, mais avaient nié toutes les accusations portées contre eux. 3 d'entre eux bénéficient d'une réduction de peine, notamment l'ex-ministre rwandaise de la famille, Pauline Nyiramasoko, seule femme jugée par le TPIR. Le Rwanda a accueilli avec plaisir le verdict, mais Kagame a donc réagi en disant que le TPIR n'a pas fait ce qu'il fallait. Malheureusement, le TPIR, c'est une juridiction internationale qui n'a pas un service de police à sa disposition pour procéder aux arrestations de tous les suspects dans le pays parce qu'ils se sont éparpillés. Et les arrestations demandent de la bonne volonté des pays dans lesquels ils se trouvent. S'il n'y a pas de collaboration, le TPIR ne peut rien faire. Le tribunal, qui siège dans la ville tanzanienne d'Arusha avec sa chambre d'appel à La Haye aux Pays-Bas, a été créé par l'ONU en novembre 1994 pour juger les principaux responsables du génocide rwandais, au cours duquel 800 000 personnes ont perdu la vie entre avril et juillet 1994, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. La direction des enquêtes basée au Rwanda, puisque c'est là où les crimes ont été commis. Le fonctionnement mène des enquêtes au Rwanda et les déclarations recueillies sont envoyées à Arusha au siège. Ensuite, un service qu'on appelle le tracking team qui a pour rôle de rechercher et d'arrêter les suspects. Lorsque les suspects sont arrêtés, ils sont immédiatement transférés à Arusha où ils doivent être jugés. Ce verdict d'appel marque la fermeture officielle du tribunal. Au cours des 20 dernières années, 21 personnes ont été condamnées pour crimes de génocide. 14 personnes ont été acquittées. Daouda, ultime verdict pour le TPIR, l'heure est donc au bilan. Oui, l'heure est au bilan. Le bilan est mitigé quand même si il fallait bien entendu juger ceux qui avaient été présumés, en tout cas responsables du génocide au Rwanda en 1994. Donc il y a eu quand même 800 000 morts en l'espace de quelques mois. Donc ça avait indigné la communauté internationale. Il fallait trouver une réponse à l'époque. C'est la réponse qui avait été trouvée, c'est d'installer un tribunal pénal international pour le Rwanda. Maintenant, il y a eu des condamnations évidemment, mais il est clair que c'était une première expérience pour la communauté internationale également. Donc on n'a pas forcément réussi peut-être à juger d'un côté l'ensemble des personnes qui seraient impliquées et de l'autre, il y a aussi l'autre camp, bien entendu, qui le camp, le camp Hutu finalement, qui aussi réclame une justice pour contre les Tutsis. Donc tout ça, c'est un certain nombre de critiques qui sont émises. Mais à quoi sont dues ces failles ? Ces failles sont dues au fait, ça a été rappelé dans le reportage, ce tribunal pénal international pour le Rwanda n'a pas de police, donc finalement quand on poursuit les gens, on ne peut pas aller les chercher là où ils sont. Il faut aussi la coopération entre des États, bien entendu, c'est au bon vouloir des États
dans lesquelles s'est réfugiées les personnes qui sont poursuivies, ces failles sont dues à un certain nombre d'éléments comme ça. Donc, quelque part, à l'heure du bilan, on peut dire que justice a été rendue, bien entendu, mais cela n'a pas été sans faille, quelque part. Aujourd'hui, on a quand même la Cour pénale internationale, on peut en dire ce que l'on veut, il y a des critiques de part et d'autre, mais je pense que, déjà, nous ne souhaitons pas qu'une chose pareille ne se reproduise, mais je pense que face à une situation de justice internationale, il y a aujourd'hui d'autres instruments qui sont en place et qui ne seraient pas irréprochables, mais tout au moins qui auront un certain nombre d'outils plus pertinents peut-être. J'ai mal à un bilan en demi-teinte ? Non, Dada a raison en ce sens qu'il est très difficile de faire un bilan sur une justice qui est une justice ad hoc, créée par décision du Conseil de sécurité. Ça n'est pas le premier, parce que l'humanité a déjà connu des tribunaux pénaux spéciaux ad hoc pour Nuremberg et pour Tokyo. Et qui sont des tribunaux particulièrement critiqués parce que les procédures étaient bâclées, la justice n'était pas tellement impartiale et le procès n'était pas tout à fait contradictoire. Et donc ça fait partie des choses à l'époque qui avaient été pointées par les pénalistes. Nous sommes dans une situation qui s'est améliorée incontestablement, mais enfin elle reste somme toute assez limitée. Mais et le tribunal de Nuremberg et celui de Tokyo, et ceux d'aujourd'hui, donc le TPIR et le TPY, pour l'ex-Yougoslavie, ce sont des tribunaux dont la particularité, à l'instar, bien entendu, de ceux qui les ont précédés, c'est que ça juge des monstres. Et à partir du moment où vous jugez des monstres et que vous donnez un minimum de garantie, c'est déjà pas mal. Et en fait, on n'est pas très regardant sur beaucoup de choses compte tenu des monstres que cela juge. Et donc, il est difficile de donner un bilan, je suis moins sévère que Daouda, mitigé. On n'a pas pointé d'irrégularité majeure. On a pointé sans doute des difficultés, mais enfin pas des difficultés financières d'ailleurs, parce que semble-t-il que les moyens dont disposaient les enquêteurs étaient relativement importants. Mais il y a toujours ce côté-là de justice des vainqueurs, forcément et fatalement. Mais on parle beaucoup des tribunaux pénaux, et donc notamment s'agissant du Rwanda, du tribunal lui-même créé par le Conseil de sécurité, on oublie les gachacha. Et ce sont des tribunaux populaires qui ont été créés toujours dans le cadre, dans le sillage du génocide par les Rwandais eux-mêmes, qui ont évidemment un caractère international, même si ce sont d'abord des tribunaux locaux. Et donc, on n'a pas tellement souffert ni de la procédure, ni de l'irrégularité du procès lui-même, parce qu'il a été beaucoup basé sur donc, ce qu'on appelle une agora populaire, qui juge les gens, où le pardon a été relativement important, où l'idée de concevoir une espèce de repentance populaire généralisée a été la règle, et donc on les oublie beaucoup et on est injuste de le faire, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas ce caractère international qu'un tribunal pénal puisse avoir et qu'il a. Mais de façon générale, on tourne la page, à mon avis, donc d'une histoire. On ne tourne pas celle du génocide, hélas, parce que c'est un génocide qui a fait 800 000 morts, et donc on ne peut pas l'oublier et on ne peut pas évidemment le passer de travers. Mais enfin, il y a une page qui se tourne, notamment sur ce tribunal, qui a rendu service. Il n'y a aucun doute, et Dieu sait combien je suis sévère sur les tribunaux internationaux à partir du moment où ils sont ad hoc et ils sont créés pour certains et pas pour d'autres. Enfin, ils ont donné satisfaction globalement, et donc il est difficile de ne pas leur reconnaître le mérite d'avoir existé, même et quand bien même dans les conditions que nous connaissons. Le président congolais Joseph Kabila s'est adressé aux représentants des deux chambres du Parlement réunis en congrès ce lundi 14 décembre. Le chef de l'État a adressé un bilan de la gestion du pays durant l'année 2015, mais a surtout mis en garde tous ceux qui s'opposeraient au dialogue politique qu'il a convoqué. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La tradition a été respectée au Parlement de la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a prononcé son discours sur l'état de la nation ce lundi 14 décembre 2015 devant les représentants des deux chambres du Parlement réunis en congrès. Le chef de l'État a brossé les tableaux de performances réalisés par le gouvernement durant l'année 2015 dans plusieurs secteurs. Un accent a également été mis sur les enjeux politiques de l'heure, notamment le dialogue politique. Au plan politique, tout en me félicitant de la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante et en vue de permettre à celle-ci d'accomplir sa mission à la satisfaction de tous, je viens d'engager la nation sur la voie du dialogue politique national inclusif.
Le chef de l'État tient à voir toute composante de la classe politique congolaise au dialogue en vue d'harmoniser les points de vue sur le processus électoral. Mais du côté de l'opposition, on pense plutôt que le chef de l'État continue d'entretenir le flou autour de l'organisation des prochains scrutins. Les Congolais attendaient de M. Kabila qu'il dise « J'organise les élections de manière transparente et crédible. Je veille à ce que les processus de passation du pouvoir entre moi-même, le président de la République, et le prochain président s'effacent de manière civilisée. » Nous pensons qu'en ce qui concerne le dialogue, il vient encore une fois de plus de tendre sa main vers ce qui existe encore. Et nous pensons que d'ici là, nous devons démarrer, quelles que soient les raisons, quelles que soient nos convictions, je pense qu'il est bon qu'on puisse se parler. Les groupes parlementaires de l'opposition n'ont pas assisté à la cérémonie, protestant selon eux contre la confiscation de la démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Gemal, le président Joseph Kabila croit-il sincèrement que le dialogue politique qu'il a initié puisse porter ses fruits? On n'a vraiment pas l'impression. Moi, j'ai une règle simple, c'est que tous ceux qui prennent le dialogue, je leur tire chapeau, quelle que soit d'ailleurs l'arrière-pensée qu'il y a. Et il n'y a aucun doute que l'appel fait par le président Kabila n'est pas dénué d'arrière-pensée. Mais enfin, voyez-vous, nous souffrons suffisamment du manque de débat dans nos pays, nous suffisons de l'unilatéralisme de nos dirigeants pour que si certains appellent au dialogue, nous sommes dans l'obligation de les écouter et même d'applaudir. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais. Et Dieu sait que dans ce pays, j'ai plutôt de l'amitié pour le président Vital Kamerhe. Mais enfin, je trouve là, encore une fois, l'appel du président Kabila, mais bien entendu qu'il est bourré d'arrière-pensée, il est bourré de non-dits, probablement de contre-indications. Mais enfin, il appelle et fatalement, il a une chose en tête, c'est l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il a une deuxième chose en tête, c'est l'idée de modifier une constitution qu'il a envie de modifier pour pouvoir se représenter, et ça va de soi. Enfin, ceux qui ne veulent pas qu'il modifie la Constitution, rien ne les empêche de venir au dialogue et de dire ne la modifiez pas, nous venons quand même dialoguer. Ceux qui ont envie de la modifier vont la modifier quand même, quoi qu'il en soit. Mais nous gagnons toujours à débattre. Je pense, moi, que l'une des discussions fondamentales de ce pays n'est rarement posée. Je n'aime pas une élection présidentielle à un tour. Et donc, je pense, moi, que s'il faut poser le vrai débat dans ce pays, il faut le poser sur l'élection présidentielle en elle-même à un tour. On ne peut pas priver le peuple d'une démocratie aussi importante et d'un enjeu démocratique aussi important à lui donner une élection présidentielle à un tour. Et ça me pose personnellement un vrai problème. Et je pense, encore une fois, que s'il faut faire une conférence nationale, un débat national, un dialogue national autour d'une question de mon point de vue cruciale, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais celle-là, elle est fondamentale. L'élection présidentielle marque un moment important de la vie démocratique d'un pays et il est normal qu'on la pose, qu'on l'organise dans des conditions de scrutin transparent, important, mais surtout qui donne au peuple un choix et non pas une espèce donc d'élection à un tour qui laisse tout le monde à sa fin et qui donne en réalité une prime à celui qui a le plus de possibilités de arriver en tête. C'est de mon point de vue l'un des gros débats. Pour le reste, encore une fois, quelle que soit l'arrière-pensée du président Kabila, et il a évidemment un an d'arrière-pensée, le débat est toujours très bien. Daouda, est-ce que vous comprenez la position de l'opposition qui refuse de participer à ce dialogue national? Non, je l'avais dit ici aussi, Amira, sur ce plateau, c'est-à-dire que je rejoins Gemal, effectivement, sur cet aspect-là. Le dialogue est toujours bon. Et quand on appelle au dialogue politique, je pense que c'est bien d'y répondre. Comme ça, plus tard, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir pas répondu à un dialogue politique, tout simplement. Maintenant, on sait aussi que il y a une certaine arrière-pensée derrière tout ça. Donc, bon, la position de l'opposition peut aussi se comprendre. Ça peut se comprendre, mais je voudrais surtout revenir sur un élément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Kabila, quand même les autorités congolaises accusent l'opposition de vouloir déstabiliser le pays. Et d'ailleurs, on le sait dans l'actualité, il y a une réunion qui se tient à Dakar et il y a toutes sortes de spéculations avec Y'en a marre et en tout cas soutenues par la Fondation Adenauer. Il y a toute une sorte de spéculation. On a parlé de messe noire à Dakar, la réunion secrète de l'île de Gorée. Les autorités congolaises ont protesté auprès des autorités sénégalaises, pensant que tout va s'organiser depuis Dakar, tout au moins depuis l'île de Gorée, comme le sait Gemal. J'ai envie de dire, le Sénégal a le droit
a le devoir même de garantir la libre expression de ses citoyens et de leurs hôtes. Même si le président Macky Sall voulait l'interdire, il ne peut pas. Parce que c'est quand même des institutions qui fonctionnent un minimum. Donc ça, il faut bien que les autorités congolaises le comprennent et que l'on puisse clarifier les choses et que, en tout cas, le dialogue se fasse, s'il y a dialogue, en RDC avec toutes les parties prenantes, ce serait bien. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine Newsroom. À tout de suite.